Au revoir. Je veux vous parler de la situation qui est assez intéressante. À Saint-Hyacinthe, la situation très particulière du collège Antoine Giroir. Le collège Antoine Giroir est une école privée, je devrais presque dire était, parce que le collège, pour des raisons financières, doit fermer ses portes dans sa forme actuelle. Et pourquoi c'est intéressant? On entend ça régulièrement. L'idée que bon, les écoles privées, ça devrait plus être subventionné. La plupart des écoles privées au Québec, ça devrait fermer. On a un réseau public. Le réseau public devrait tout reprendre ça. Et donc, par la force des choses, parce que l'école, les reins lui craquent, l'école privée ne peut plus vivre financièrement, elle se trouve être récupérée par le secteur public. Et ça va pas bien du tout. La convention collective, les profs du public veulent pas intégrer la convention collective des profs du privé. C'est le bordel. Et la réalité, c'est que c'est probablement les enfants qui vont payer. J'ai l'occasion de parler de tout ça avec Jean-Marc Saint-Jacques, président de la Fédération des établissements d'enseignement privé. M. Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Dumont. D'abord, parlons du collège Antoine Giroir. Qu'est-ce qui est arrivé? Comment on explique là, que, parce que les gens voient ça de l'extérieur, les collèges privés, c'est riche, ça va bien. Comment ils font? Ils n'ont pas fait de faillite, mais ils doivent fermer leurs portes. D'abord, effectivement, c'est une triste réalité, pardon, de voir un établissement qui a plus de 2 siècles d'histoire. Oui, parce que c'est l'ancien séminaire de Saint-Hyacinthe, ça a de l'histoire, ça, là. Tout à fait. Puis il y a un beau projet éducatif, puis il y avait une belle équipe d'éducateurs là. On voit même que dans les résultats, 0% d'élèves en décrochage scolaire. Donc, ils font quelque chose de très bien avec un sport-études. Ce qui arrive, je pense, c'est qu'il y a un réajustement de population, un développement de clientèle. Ils avaient besoin d'un soutien financier un peu plus important pour un certain temps. Il faut savoir aussi en même temps que les... Parce que pendant un temps, il y a eu le soutien financier des frères là, qui s'occupaient de... C'est le diocèse de Saint-Hyacinthe. C'est que l'école est située dans l'édifice de l'ancien séminaire. Ils occupent un espace avec frais de location. Et là, il y a eu des discussions au niveau du diocèse. Je n'ai pas tous les à propos, tout ce qui s'est dit là-dedans. Là. Mais les diocèses ont moins d'argent qu'il y en a déjà eu aussi. Donc, probablement. Mais ce qui est certain, c'est que l'école aussi, elle est financée maintenant à peu près à 50%. On parle toujours de 60% des services, mais à peu près à 50%. Donc, il faut faire des efforts supplémentaires pour arriver à équilibrer les budgets dans un contexte où c'est un édifice patrimonial, donc il y a de l'entretien de bâtiments qui coûte beaucoup plus cher qu'ailleurs quand on a des édifices patrimoniaux. Il y a le développement de projets. Alors, probablement qu'il y avait une zone d'insécurité. Je n'ai pas tout le dossier. Bon, mais donc, tout ça pour dire qu'ils ont dû fermer les portes. Ils ont proposé un projet de revoir, puis effectivement, plutôt que de fermer les portes, d'avoir un projet d'association avec la commission scolaire de la place. De réintégration dans le secteur public, donc il deviendra une école de plus dans le secteur public. Ça se passe, on peut le dire, ça se passe vraiment mal, l'intégration. Écoutez, c'est... Parce que dans la théorie, on nous dit toujours, le secteur public nous dit toujours, le privé, on devrait tout intégrer ça. Là. Puis ça va bien aller. C'est qu'on voit vraiment que c'est deux cultures. Les écoles privées, c'est des écoles autonomes. Donc, ils ont une convention collective pour la maison, mais ils ont aussi une équipe choisie. Les gens travaillent ensemble, parfois depuis des années, depuis des décennies dans le même établissement. Donc, ils ont une culture un peu comme... L'expérience qu'on essaie de faire, c'est un peu comme si on essaie d'intégrer un cégep dans une commission scolaire. C'est des organismes autonomes, des organismes qui ont un conseil d'administration, qui ont une culture. Alors, quand on essaie de les intégrer dans une commission scolaire, mais là, c'est plus du tout la même chose. L'équipe école doit travailler avec le conseil des commissaires, avec des comités de parents d'une manière différente. Donc, juste au niveau de la culture des établissements, pour moi, l'expérience nous démontre qu'effectivement, c'est voué d'échec. C'est complet. Puis, évidemment, au niveau des conventions collectives, c'est encore pire. Remarquez qu'au niveau des salaires, c'est à peu près la même chose. Les conventions collectives sont particulières à chaque maison, mais souvent, ça suit ce qui se fait au secteur public au niveau des échelles. Mais les conditions de travail ne sont pas les mêmes, effectivement. Le type d'encadrement des élèves, le type d'activité demandée au personnel dans les maisons. Souvent, les gens sont dédiés au projet éducatif, sont engagés dans leur maison. C'est pour ça que c'est encore plus difficile. Je comprends la réaction des enseignants, c'est difficile. Là. Ils ont participé à l'éducation de ce projet-là. Ils ont contribué à faire en sorte de faire rayonner cette maison-là à Saint-Hyacinthe, mais à travers le Québec aussi. La probabilité à Saint-Hyacinthe, c'est que les perdants de tout ça, les élèves qui fréquentaient cette école-là, exemple, un qui est en secondaire 3 ou qui est dans un milieu de parcours, risque d'être le grand perdant, là, parce que son école, dans la forme qu'il l'a connue, n'existera plus. Et ce que je comprends, c'est que dans toutes ces chicanes d'intégration dans la commission scolaire, l'enfant n'arrive pas au sommet de la pyramide des priorités. Là. C'est sûr que de notre côté, au niveau de la fédération, parce que l'école est autonome, elle doit faire ce qu'elle a à faire, mais nous, en concertation avec les établissements privés de la Montérégie jusqu'à Drummondville, on a demandé est-ce que vous avez des places disponibles, est-ce que vous pouvez accueillir des élèves, est-ce que vous pouvez ouvrir de nouvelles classes. Alors, il y a toute une démarche qui est faite là-dedans pour aider
les parents qui voudraient continuer. Parce que Saint-Hyacinthe, il n'y aura plus d'école privée, là. Oui, il y a 2 autres Il y en a établissements. 2 autres, OK. Il y a l'école Saint-Joseph et j'oublie le Il y en a nom, d'autres, malheureusement. OK. Il y a 2 écoles de Saint-Hyacinthe, malheureusement. Là, j'oublie le nom. Je vais me faire taper sur les doigts, mais ça le dit. Eux aussi, ils reçoivent beaucoup c'est l'école, le Collège Saint-Maurice. Ils reçoivent beaucoup de parents, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire ajuster pour tenter de... Parce qu'eux, en théorie, n'ont plus de place. C'est des écoles qui sont pas mal à capacité. Écoutez, Ou proches de capacité. Quand on regarde l'ensemble des écoles de la Montérégie, je dirais qu'il y a peu d'écoles qui sont au maximum de la capacité actuellement. De façon générale, au Québec, ça va bien, là, mais les écoles ne sont pas au maximum de capacité compte tenu du jeu démographique là, dans la société. Là. Je sais que c'est délicat comme question, que vous me donnerez pas de nom. Mais est-ce qu'il y a d'autres? Je regarde le modèle Saint-Hyacinthe. Ça vient d'un séminaire, donc c'était supporté à une époque par des congrégations religieuses. C'est devenu un comité de parents, donc un comité qui autonome, on va dire, mais qui continue à être aidé par le religieux un petit peu par en arrière. Il semble qu'il y en a plein qui sont sur ce modèle-là, dans toutes les régions du Québec, qui sont un peu dans ce genre de modèle-là. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en danger de la même façon? Je dirais que de façon générale, la transition entre une congrégation religieuse ou un diocèse et une corporation autonome, selon les organismes à but non lucratif, c'est le statut d'à peu près tous nos établissements, c'est bien fait dans l'ensemble. Il y a beaucoup d'établissements. Je dirais la grande majorité, cette transition-là s'est faite au cours des dernières années. Les situations financières sont restées saines? Je dirais là où il peut y avoir une insécurité financière, c'est compte tenu de la démographie dans certaines régions. Il y a la clientèle étant moins, mais et compte tenu des exigences au niveau de l'immobilier et compte tenu des subventions qui ont ralenti leur progression, qui sont toujours un peu inférieures au coût de la vie. Donc, on doit faire des tours de passe-passe, soit ouvrir l'école, louer nos installations sportives, créer des fondations. Mais de façon générale, la situation des établissements privés est saine. Ça fait 2 fois que vous en parlez des subventions. Ça fatigue une partie de la population. Il y a des gens qui disent « Comment tu fais que des écoles privées, on subventionne en partie l'élève? » Prenons le cas d'Antoine Giroir à Saint-Hyacinthe. Les enfants qui passent du privé au public, c'est pas une économie pour le gouvernement, ça, là. Si cette école-là avait été intégrée comme le projet initial, tel quel, et la clientèle actuelle serait transférée au public, on parle d'un coût de 1,2 million de plus pour le Trésor Parce québécois. que l'année passée, dans le fond, l'État les subventionnait à 50 %. Le parent payait la différence. Et là, donc, si ça va dans le secteur public, c'est-à-dire que l'État, le ministère de l'Éducation, finance à 100 %. Tout à fait. Alors, donc, avec, bien, pour le ministère un peu moins parce que la taxe scolaire. La taxe scolaire, mais on s'entend que pour que ce soit la taxe scolaire ou l'État, c'est les impôts vont financer à 100 %, tandis que pour l'école privée, on parle plus près de 50 % actuellement du financement de l'État. En même temps, c'est un choix de société qu'on a fait dans les années 60 de garantir ces maisons-là qui ont traversé le temps. La semaine dernière, on soulignait que l'école la plus vieille au Québec date de 1639, l'école des Ursulines. Alors, je pense que l'événement là-dedans, le choix de société, c'est d'avoir un réseau d'écoles autonomes qui sont capables de contribuer à l'éducation des jeunes et qui sont beaucoup plus inclusives, qu'on peut le dire, qui accueillent des élèves variés. On le voit dans cette école-là qui va fermer malheureusement, qui amenaient des élèves, des garçons en particulier, à réussir, à obtenir un diplôme, comme on voit dans beaucoup d'écoles où il y a des projets très centrés sur l'élève, avec des équipes très dédiées. Alors, à mon sens, là-dessus, c'est une grande tristesse la fermeture d'Antoine Giroir au niveau d'un projet pédagogique pertinent pour la société québécoise. M. Saint-Jacques, merci d'avoir participé à l'émission. Merci, M. Dubois. On va faire une pause. Au retour,